Imre Kertész, Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. Oui, vous divinisez ceux que vous considérez comme de vulgaires fous criminels, du moment qu'ils ont accaparé le sceptre et le globe. Vous les divinisez même en les maudissant. Vous énumérez les circonstances objectives. Vous dites en quoi ils avaient objectivement raison, en quoi ils avaient subjectivement tort, ce qu'on peut comprendre objectivement, ce qu'on ne peut pas comprendre subjectivement, quelles intrigues se jouaient dans les coulisses, quels intérêts entraient en jeu. Et vous êtes intarissables en explications, rien que pour vous sauver vos âmes et tout ce qu'on peut sauver, pour voir sous l'éclairage grandiose et théâtral des événements mondiaux le vulgaire brigandage, le crime et l'exploitation, auxquels tous nous prenons ou avons pris part d'une façon ou d'une autre, dis-je vraisemblablement. Tous autant que nous sommes ici, oui, pour récupérer des bribes du grand naufrage où tout s'est brisé, oui, rien que pour ne pas voir les siècles qui baient partout autour de vous, devant, derrière, dessous, le néant, le vide, c'est-à-dire notre situation réelle, pour ne pas voir ce que vous servez et la nature du pouvoir, la nature particulière de chaque pouvoir particulier, lequel pouvoir n'est ni nécessaire ni superflu, mais seulement une question de décision prise ou non dans des vies particulières. Il n'est ni diabolique, ni sophistiqué, il n'a pas cette grande classe fascinante, non, il est simplement vulgaire, ignoble, criminel, bête et hypocrite, et même au moment de ses plus grandes réalisations, il est tout au plus bien organisé, dis-je vraisemblablement. Oui, fondamentalement pas sérieux, car depuis que les usines de la mort se sont ouvertes çà et là, et dans tant d'endroits, c'est fini, pendant un bon bout de temps, il n'y aura plus rien de sérieux à prendre au sérieux, du moins en ce qui concerne l'image du pouvoir, de n'importe quel pouvoir. Et cessez enfin de répéter, dis-je vraisemblablement, qu'Auschwitz ne s'explique pas, qu'Auschwitz est le fruit des forces irrationnelles, inconcevables, pour la raison parce que le mal a toujours une explication rationnelle. Il se peut que Satan en personne, ou bien Iago, soit irrationnel, mais ces créatures sont des êtres parfaitement rationnels. On peut déduire tous leurs actes, comme une formule mathématique. On peut les expliquer par l'intérêt, la cupidité, la paresse, la volonté de puissance, la concupiscence, la lâcheté, telle ou telle satisfaction instinctive, ou en dernier lieu, en désespoir de cause, une folie quelconque, paranoïa, manie dépressive, pyromanie, sadisme, masochisme, mégalomanie démiurgique ou autre, nécrophilie, que sais-je encore, par laquelle des nombreuses perversités, et peut-être toutes à la fois, en revanche, dis-je vraisemblablement, écoutez-moi bien, ce qui est réellement irrationnel et qui n'a vraiment pas d'explication, ce n'est pas le mal, au contraire, c'est le bien. Voilà pourquoi il y a longtemps que les dictateurs, chanceliers et autres usurpateurs attitrés ne m'intéressent plus, quoi que vous puissiez dire d'intéressant à propos de leur monde spirituel. Non. Au lieu de la vie des dictateurs, il y a très longtemps que m'intéresse exclusivement la vie des saints, parce que c'est cela que je trouve intéressant et inconcevable. C'est à cela que je ne trouve pas d'explication simplement rationnelle. Et Auschwitz, même si cela sonne comme une sinistre plaisanterie, Auschwitz s'est avéré de ce point de vue une entreprise carrément fructueuse, si bien que même si cela vous ennuie, je vais vous raconter une histoire, et après vous me l'expliquerez si vous pouvez. Je serai bref, parce que je suis en présence de vieux renards, et je dis des mots comme camp, hiver, transport de malades, wagons à bestiaux, une seule portion de nourriture froide par tête, bien que nul ne sache combien de jours durera le voyage. La distribution des portions se fait par groupe de 10, et moi, couché sur quelques branches clouées ensemble en guise de brancard, je regarde fixement un homme, ou plutôt un squelette qu'on appelait, je ne sais pas pourquoi, monsieur l'instituteur, et qui avait ma portion. Puis la montée dans les wagons. L'effectif n'est jamais le bon, bien sûr, les cris, la confusion et un coup de pied. Ensuite, je sens qu'on me soulève et qu'on me met devant un autre wagon. Il y a longtemps que je ne vois plus monsieur l'instituteur ni ma portion. En voilà assez pour que vous imaginiez exactement la situation. Mais aussi ce que je ressentais. Pour commencer, je n'avais pas pu donner à manger à mon éternel bourreau. La faim, cet animal féroce et exigeant qui m'est étranger depuis longtemps, et alors a rugi l'autre fauve, l'espoir, qui jusqu'alors n'avait fait que me répéter dans un ronronnement sourd, étouffé, certes, mais constant,
qu'en dépit de tout, il y a toujours une chance de rester en vie. Mais comme je n'avais pas reçu ma portion, cela paraissait excessivement douteux par ailleurs, et je le constatais froidement. Ma portion doublait exactement les chances de monsieur l'instituteur. Voilà pour ma portion, pensais-je, comment dirais-je, sans grande joie, mais avec autant de lucidité. Mais qu'est-ce que je vois quelques minutes plus tard? Criant, et me cherchant fébrilement des yeux, monsieur l'instituteur titube vers moi, avec dans la main une portion de nourriture froide, et dès qu'il me voit sur mon brancard, il me la pose vite sur le ventre. Je voudrais dire quelque chose, et la surprise doit se lire sur mon visage, parce que, bien qu'il regagne sa place en courant, et si l'on n'y retrouve pas, on le tuera tout simplement. Donc, l'indignation peinte clairement sur son petit visage, qui se préparait déjà à mourir, il me dit « Qu'est-ce que t'imagines ?» Voilà l'histoire. Et s'il est vrai que je ne désire pas considérer ma vie comme une suite de hasards arbitraires consécutifs au hasard arbitraire de ma naissance, parce que ce serait une façon assez indigne de voir la vie, je souhaite encore moins considérer que tout ceci s'est passé pour que je reste en vie, bien qu'il soit bel et bien vrai que monsieur l'instituteur a fait ce qu'il a fait pour que je reste en vie. Ceci exclusivement de mon point de vue, bien sûr, parce que lui devrait être mu par autre chose. Il a dû faire surtout pour sa propre survie ce qu'il a fait accessoirement pour la mienne. Voilà donc la question. Et expliquez-moi, si vous le pouvez, pourquoi il a fait ça. Mais n'essayez pas de le faire avec des mots, parce que vous savez bien, vous aussi, que dans certaines circonstances, pour employer une image, à certaines températures, les mots perdent leur consistance, leur contenu, leur signification. Tout simplement, ils s'anéantissent, si bien qu'à l'état gazeux, seuls les actes nus font preuve d'un certain penchant pour la solidité. Il n'y a que les actes que nous puissions presque prendre dans nos mains et les observer comme un morceau de minéral muet, comme un cristal. Et si nous parlons du principe, il est clair, n'est-ce pas, que nous ne pouvons pas partir d'un autre principe que dans la situation extrême qui est un camp de concentration, et surtout en pensant à la dégradation totale du corps et de l'esprit, et à la diminution quasi morbide de la capacité du jugement qui s'ensuit. En général, chaque individu est mu par sa propre survie, qui plus est, si on pense que monsieur l'instituteur a eu la possibilité de doubler ses chances de survie et qu'il a rejeté cette chance multipliée par 2, ou pour être tout à fait précis, cette chance qui s'offrait à lui en plus de la sienne et qui était en réalité la chance d'un autre, cela montre, comment dirais-je, que l'acceptation de cette chance supplémentaire aurait anéanti sa seule chance de vivre encore éventuellement et de rester en vie. Et donc, d'après cela, il y a quelque chose, et à nouveau, je vous en prie, n'essayez pas de la nommer. Il existe une notion très pure que n'a altéré nulle matière étrangère. Notre corps, notre âme, nos bêtes féroces, une idée qui vit sous la même forme dans nos cerveaux. Oui, une idée dont, comment dire, le caractère sacré, la sauvegarde, ou ce que vous voudrez, est la seule chance réelle de survie de monsieur l'instituteur. Et sans cela, sa chance de survie n'en est pas une, simplement parce que sans la sauvegarde de cette notion, sans la possibilité pure et calme de l'observer, il ne veut pas, ou même il ne peut pas vivre. Oui, et à mon avis, cela ne s'explique pas, parce que ce n'est pas raisonnable, surtout par comparaison avec la rationalité palpable d'une portion de nourriture qui, dans la situation extrême qui s'appelle camp de concentration, peut permettre d'éviter la faim, pourrait le permettre si cela ne se heurtait pas à la résistance d'une notion immatérielle qui balaye même les intérêts vitaux. Et c'est à mon avis une preuve très importante dans ce grand métabolisme des destins qu'est à proprement parler la vie, beaucoup plus importante que les lieux communs et les atrocités rationnelles, que n'importe quel dictateur, chancelier et autres usurpateurs attitrés ait jamais raconté et puisse raconter, dis-je vraisemblablement. Mais j'en ai déjà assez de mes histoires, bien que je ne puisse les renier et les taire, parce que tout ce que j'ai à faire, c'est de les raconter, bien que je ne sache pas pourquoi je dois le faire, plus précisément pourquoi j'ai le sentiment de devoir le faire, alors que bien sûr, je n'ai absolument rien à faire depuis que je n'ai plus rien à faire sur cette terre, et que je n'ai plus qu'une seule chose à faire. Nous le savons tous, nous, et cela ne dépendra pas de moi. Non, vraiment pas. Et maintenant, alors que je regarde mes histoires comme par derrière, de loin, avec mélancolie,
comme les volutes de fumée de ma cigarette. Je vois se fixer sur moi un regard de femme qui semble vouloir faire jaillir de moi une source, et dans la clarté de ce regard, je comprends soudain, je comprends et vois presque mes histoires se tresser en un lacet sinueux, en un tendre fait de fils colorés que j'enroule autour de la taille, de la poitrine, du cou de ma future ex-femme, qui fut d'abord ma maîtresse, couchée dans mon lit, sa tête soyeuse posée sur mon épaule. Je l'enlace et l'enchaîne à moi. Nous tournons, virons, comme deux artistes de cirque bariolés qui ensuite, pâles comme un linge, s'inclinent, les mains vides devant l'échec narquois. Mais oui, il faut au moins aspirer à l'échec, comme le dit le savant Bernard, parce que l'échec, et seul l'échec, reste l'unique certitude qu'on puisse acquérir, dis-je, et ainsi moi aussi, j'aspire à cela, si tant est que je doive aspirer à quelque chose. Or, il le faut, parce que je vis et écris, et dans les deux cas, c'est une aspiration, la vie étant une aspiration plutôt aveugle, tandis que l'écriture est une aspiration lucide. Et ainsi, bien sûr, c'est une autre aspiration que la vie. Elle aspire peut-être à voir ce que la vie aspire à atteindre. Et c'est pourquoi, ne pouvant pas faire autrement, elle répète la vie de la vie, elle ressasse la vie, comme si elle, l'écriture, était aussi la vie, alors qu'elle ne l'est pas. Ce sont deux choses tout à fait différentes, fondamentalement incomparables. Et ainsi, si on se met à écrire, si on se met à écrire sur la vie, l'échec est garanti. Et maintenant, alors que dans ma nuit profonde m'est tourmentée par des lumières, des voix et des douleurs qui me lacinent, je cherche une réponse aux grandes questions, tout en sachant parfaitement qu'à toute grande question suprême, il n'existe qu'une seule grande réponse suprême, celle qui résout tout, car elle fait taire la question et le questionneur. Et pour nous, en fin de compte, c'est la seule solution qui soit, c'est le but ultime de nos aspirations, même si par ailleurs nous en faisons abstraction. Et d'ailleurs, nous n'aspirons pas à cela, sinon nous n'aspirerions pas. Quoique, en ce qui me concerne, je ne vois pas à quoi servirait de tourner autour du pot. Pourtant, tandis que je ressasse ma vie, mon Dieu, cette vie, et je me demande pourquoi, mis à part le fait que je dois travailler comme un maniaque, avec une application délirante, sans cesse, car c'est là que se trouvent les corrélations les plus sérieuses entre mon existence et mon travail, c'est tout à fait évident. Pourtant, tandis que je ressasse ma vie, je suis vraisemblablement mu par un espoir secret de mon inspiration secrète, celui de connaître un jour cet espoir, et en attendant, je vais vraisemblablement écrire comme un maniaque, avec une application délirante sans cesse, jusqu'à ce que je le connaisse, parce qu'après, à quoi bon écrire? Et plus tard, alors que j'arpentais les rues plus ou moins obscures avec ma femme future et ancienne, elle me demanda quel nom je donnerais à cette fameuse notion pure et que ne corrompt rien d'extérieur dont j'avais parlé durant cette soirée à propos de monsieur l'instituteur qu'elle avait qualifié au passage de personnage très touchant et qu'elle espérait rencontrer à nouveau dans un de mes textes, mais je glissais sur cette remarque, pour ainsi dire les yeux fermés, comme on ferme les yeux sur un petit défaut qui n'a pas le droit de rompre le charme, au moins pendant un instant, aussi longtemps que dure le charme. Je rétorquais, sans hésiter, qu'à mon avis, cette notion était la liberté. D'autant plus que monsieur l'instituteur n'avait pas fait ce qu'il aurait dû faire, ou plutôt ce que, selon la faim, l'instinct de survie et la folie, selon le système qui avait scellé une alliance avec la faim, l'instinct de survie et la folie, il aurait dû faire. Mais lui, envers et contre tout, il avait fait ce qu'il n'aurait pas dû faire et que nul esprit rationnel n'attendait de lui.